Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Je vous présente Gabrielle Nadeau-Dubois. Alors, Emmanuel, on se dirige où? On se dirige vers un personnage incontournable de l'univers politique, Gabrielle Nadeau-Dubois. Est-ce qu'il y a quelqu'un à un aussi jeune âge qui a autant, en vérité, marqué l'univers politique? Écoute, il n'y a pas 30 ans. Ça se peut pas, là. Et puis je suis curieuse de le rencontrer parce que c'est quelqu'un qui a tellement polarisé le Québec dans le cadre de la grève étudiante, puis qui a su se réinventer, en vérité, comme politicien. Puis c'est ça qui est intéressant, parce qu'il a réussi à faire ça sans perdre ses idéaux. Je suis sûre qu'on va avoir une discussion intéressante. Bon, j'embarquerai bien avec toi dans l'auto, mais... Non, mais tu vas avancer là-bas. T'es collé sur un banc de neige. Mais qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut à Montréal. On s'en va à Rosemont, puis il n'y a pas de ligne rose. Alors, il faut prendre mon auto. Et là, on va le rejoindre, non pas dans ses bureaux, hein? Non, et là, juste pour que vous sachiez, nous sommes pris dans la circulation sur la rue Sherbrooke. Non, on va le rejoindre chez lui pour une raison qui était claire au moment où on a organisé l'entrevue, mais qui m'échappe maintenant parce que j'ai eu trop d'autres choses dans la tête entre-temps. Bon, alors, mettons là, que tu me fais le pedigree de ce jeune politicien d'à peine 30 ans. Alors, imaginez avoir pas encore 30 ans, avoir fait des études d'histoire, OK, une maîtrise en sociaux, OK, mais surtout avoir mené la plus grande mobilisation et grève étudiante d'une génération complète, d'avoir fait trembler les gouvernements, ensuite d'avoir poursuivi son engagement dans des mobilisations comme Il faut qu'on se parle, etc., être élu député à l'Assemblée nationale en 2017, donc à 27 ans, pour être ensuite co-porte-parole, parce qu'il est co-porte-parole de son parti politique. C'est qui? C'est Gabrielle Nadeau-Dubois, un des politiciens peut-être parmi les plus polarisants au Québec, je pense. Ouais, on pourrait dire ça. Mais un politicien qui a des choses à dire. Est-ce que tu penses qu'un jeune politicien comme Gabrielle Nadeau-Dubois va réussir à offrir quelque chose de différent à la politique, ou est-ce qu'il réussit à offrir quelque chose de différent? Je me questionne là-dessus. Je pense que la présence puis la force de QS, de toute façon, à l'Assemblée nationale offre quelque chose de différent. Mais de l'extérieur, il a l'air d'être devenu un politicien. J'utilise le mot sans les préjugés qu'on y associe d'habitude. Oui, c'est un personnage qui laisse perplexe. C'est drôle parce que quand il était leader étudiant, il était c'était noir ou blanc. T'étais contre, t'étais pour lui. Les gens trouvaient qu'il était un leader étudiant génial, ou les autres le détestaient. Puis c'est comme, est-ce qu'il a gagné en maturité, ou en sagesse, ou en nuance? Maintenant, il est comme politicien, il est plus dans les zones de gris. Il est moins tranchant, il est plus... C'est aussi peut-être parce que il joue plus le rôle qu'il avait. Il est plus effacé, il laisse plus de place à son équipe. Mais je trouve que c'est ça qui rend son engagement politique et sa réflexion face à la politique intéressante. Parce qu'il est devenu le politicien qu'on n'attendait pas de lui au moment où il s'est lancé.
Comme je suis incapable de stationner cette voiture pour une raison qui m'échappe totalement. Tu vois, là, ça a marché. Des fois, c'est tout ou rien. Soit je l'ai du premier coup, ou c'est comme bobine ou... Oh, fuck. Ah, c'est le fun. Je vais sortir là. Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu. Ça me fait plaisir. Quand je me préparais pour cette entrevue, je me suis dit, mon Dieu, Gabriel Nadeau-Dubois était à la tête d'un mouvement étudiant qui avait pas de chef. Puis là, il était à la tête d'un parti, il est co-porte-parole d'un parti qui a pas de chef. Vous aimez vivre dangereusement ou quoi? C'est vrai que c'est une situation récurrente pour moi d'être dans des organisations politiques qui ont des manières de fonctionner qui sont différentes, hétérodoxes. Et oui, dans le mouvement étudiant, j'ai vécu un contexte où j'étais à la fois très exposé médiatiquement, donc tous les caméras, tous les regards, toutes les critiques aussi. Mais on vous traitait comme le chef, mais vous en aviez pas les pouvoirs. Exactement. Alors que puis évidemment, c'était tout, quand je m'expliquais de ce fait-là, c'était toujours interprété comme une défaite, hein, comme une excuse, comme une manière de me défiler. Alors que c'était comme ça qu'on fonctionnait, aussi surprenant ce que ça peut avoir l'air pour le commun des mortels. Puis à Québec solidaire, c'est beaucoup, j'ai envie de dire, c'est beaucoup moins pire dans la mesure où, oui, on a un fonctionnement différent, qui est différent de celui des autres partis politiques, mais Manon et moi, on reste les figures de leadership politique principales de cette organisation-là, même si on n'a pas les pouvoirs qui sont normalement attribués à un chef traditionnel, de parti politique traditionnel. On a un ascendant dans le parti. Puis moi, comme co-porte-parole, j'ai un leadership politique qui est sans commune mesure avec ce que j'avais à l'époque du mouvement étudiant, où en fait, j'en avais très, très peu, voire pas du tout. Est-ce qu'il y a des grands mouvements qui ont changé le monde ou fait évoluer la société qui n'avaient pas de chef? Oui. Je pense que, je veux dire, prenons par exemple la mobilisation contre le gaz de schiste au Québec. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des figures médiatiques qui se dégageaient. Il n'y avait pas de chef. La mobilisation contre Énergie Est au Québec, il y avait des figures médiatiques, mais il y avait... Mais c'est des mouvements sociaux. On n'est pas en termes de grands changements des institutions politiques, là. Ben, c'est-à-dire que le mouvement étudiant à l'époque, c'était un mouvement social, un mouvement citoyen, où souvent, en effet, il y a des modes d'organisation qui sont plus diffus, qui sont plus horizontaux. Les partis politiques, c'est différent. Et il y a plein de partis politiques dans le monde qui ont des fonctionnements similaires à ceux de Québec solidaire. Les Verts en Allemagne, par exemple, ont deux porte-parole hommes-femmes. Il y a de plus en plus de partis politiques qui font ce choix-là. Donc, on est au Québec. Ben, on est au Québec différent, mais grosso modo, quand on regarde la politique à travers le monde, c'est un modèle qui est de plus en plus adopté. Mais qu'est-ce que ça donne? Comme le monde, les gens qui sont pas chez QS, ils regardent votre parti, puis c'est comme une bébite qu'on comprend pas parce qu'elle fonctionne différemment. Vous êtes de l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le... Ben d'abord, je pense qu'on est moins une bébite qu'on l'était il y a 5 ou 6 ans. Je pense qu'au départ, à l'époque de Françoise et d'Amir, c'était beaucoup ça le regard. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais loin d'être en politique, mais je la suivais beaucoup, puis je me rappelle les questions incessantes à Françoise David et Amir qui disaient « Mais voyons donc, mais ça marchera, mais voyons donc, ça a pas d'allure, c'est ridicule. » Au début, c'était « Ils feront jamais élire de députés. » Après ça, c'était « Ils feront jamais élire plus qu'un. » Après ça, c'est « Ils feront jamais élire plus que deux. » Ils en feront jamais élire à l'extérieur de Montréal. Bon, finalement, on a tout fini par mettre ça derrière nous. Puis je pense qu'aujourd'hui, notre manière de fonctionner est moins weirdo, entre guillemets, pour le commun des mortels. Mais qu'est-ce que ça apporte à votre mouvement? Qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte notamment la capacité d'avoir deux figures de leadership qui ont des styles différents. Manon puis moi, là, c'est dur de trouver deux, appelons ça des personnages politiques plus différents que les moi. Manon, qui est une femme dont spontanément on pense avant tout à l'empathie, à son enracinement, à sa provenance des classes populaires. Moi, j'ai un style plus intellectuel, j'ai un parcours très différent du sien. Donc, on est très différents au fond sur notre manière, sur notre style politique, alors que sur le plan du projet de société, on est exactement au même endroit. Puis ça, le fait d'avoir un mode de fonctionnement comme on a à Québec solidaire, je pense que ça nous permet de profiter, des qualités des deux. Ben, ça va faire 2 ans bientôt qu'elle et moi, on est ensemble à la tête de Québec solidaire. Puis je pense que depuis 2 ans, c'est quand même
dur de dire que ça marche mal, nos affaires. Mais vous êtes dans l'ombre parce qu'on vous voit moins qu'à une autre époque. C'est un choix que j'ai fait. Quand je suis arrivé à Québec solidaire, beaucoup d'analystes, spontanément, se sont dit « Ah, voilà, il s'en va devenir chef, il va être au prochain débat des chefs. » Je pense que c'était le narratif auquel tout le monde s'attendait. Et beaucoup de gens ont été surpris quand j'ai pris, moi, la décision de dire « Je suis pas rendu là, puis je préfère me ranger derrière Manon à ce stade-ci de mon engagement politique. » Beaucoup de gens ont été surpris de ça, mais je ne le regrette pas une seconde. Qu'est-ce que vous aimez d'être un peu plus dans l'ombre? Ben, si un jour je me présente au débat des chefs, ça va être parce que je vais être sincèrement convaincu que je suis prêt à occuper la fonction de premier ministre. Vous n'êtes pas prêt? J'irai pas là faire assemblant. T'sais, si j'y vais, c'est parce que je vais être... Si un jour j'y vais, c'est parce que je vais être capable de regarder le monde dans les yeux puis leur dire « Oui, je suis prêt à avoir ces fonctions-là. » Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? Et il y a un an et demi, j'étais pas prêt. Et si j'étais allé, je pense que j'aurais pas été sincère. On va pas au débat des chefs, on s'avance pas devant les Québécois, Québécoises pour solliciter la fonction de premier ministre parce que ça donne. Je veux dire, c'est sérieux. Moi, je prends ça très au sérieux, ces choses-là. Qu'est-ce qui vous reste à apprendre pour pouvoir prétendre devenir premier ministre? Ben, déjà, en 2 ans, l'expérience que j'ai prise au Parlement, la familiarité que j'ai acquise avec comment fonctionne un gouvernement, l'expérience politique aussi, au sens très large, que j'ai pris en 2 ans. Déjà, je suis très différent au moment où je suis entré en politique, puis il m'en reste encore plein de choses à apprendre. Comment aussi avoir un leadership à l'intérieur d'un caucus? Comment rassembler des députés, des membres d'un parti politique qui ont des idées différentes, des approches différentes, comment être assez rassembleur à l'intérieur de son parti puis à l'extérieur de son parti. Je pense pas que c'est inné, ces choses-là. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent, notamment par l'expérience. Et je suis content de pas m'être pitché là-dedans sur un coup de tête, de pas avoir écouté certaines voix puis certains analystes pour qui c'était la seule option possible. Et quand on voit les résultats de la dernière élection, je pense que ça confirme que Manon, c'était sa place, qu'elle avait un rôle à jouer pour Québec solidaire. Et je suis très, très content d'avoir pris cette décision-là. Puis les gens sont surpris, on me pose beaucoup cette question-là. Ah, t'es dans l'ombre, t'es dans l'ombre. Moi, ça me dérange pas, ça m'empêche pas de dormir. C'est un choix conscient que j'ai fait d'avoir un peu un rôle de numéro 2 à Québec solidaire derrière Manon. Je vis très bien avec ça. Ça me permet de faire plein d'autres choses. Le militantisme, vous êtes tombé, vous êtes comme, pas comme Obélix, là, parce que vous êtes tout menu, mais vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, de vos parents. Je dis souvent que je suis l'enfant d'une grève. C'est vrai au sens politique, parce que donc, politiquement, je suis un peu apparu avec la grève de 2012, mais mes parents se sont rencontrés dans le mouvement étudiant aussi, dans les années 80. Donc, je suis aussi littéralement, là, au sens premier, enfant d'une grève. Mes parents se sont rencontrés en militant ensemble dans le mouvement étudiant. J'ai été conçu dans le cadre de leur militantisme dans le mouvement étudiant. Donc oui, je suis né dans le militantisme politique. Mon père était un organisateur communautaire à Saint-Henri. Ma mère, une jeune avocate qui défendait les travailleuses accidentés, faisait aussi du droit de la famille dans Hochelaga-Maisonneuve. Moi, je suis né là-dedans. J'ai toujours fait ça. C'est comme une deuxième nature pour moi, le fait de faire de la politique. Mais tu sais, faire de la politique au sens large, au sens de s'engager dans la société. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent le dos à ça ou qui en ont peur, tu sais. Vous, qu'est-ce que vous trouvez beau là-dedans? Moi, j'ai très jeune été sensibilisé à la chance énorme que j'avais eue de naître dans la famille où je suis né, avec les parents que j'ai eus, dans un milieu éduqué. Mes 2 parents sont à l'université, dans un milieu où j'étais stimulé, où il y avait des livres, des journaux partout, où on répondait à toutes mes questions, où j'avais des parents présents. Très vite, j'ai senti que ça venait avec une responsabilité de redonner, tu sais. Et moi, ça va avoir l'air un peu spirituel ou gesto, mais tu sais, moi, c'est ce qui donne sens à ma vie, le fait de m'engager.
au sens large. En ce moment, c'est dans un parti politique. Peut-être que dans 10 ans, je vais être ailleurs. Moi, rendu là, c'est un détail. Mais le fait de s'engager dans la société pour plus de justice sociale, pour plus de justice au sens large, de justice environnementale, de toutes les formes de justice, pour moi, c'est ce qui donne sens à ma vie au jour le jour. C'est ce que j'ai toujours fait. Je m'en sens la responsabilité parce que je suis conscient d'être né dans une situation extrêmement privilégiée. Puis pour moi, c'est beau, mais c'est aussi c'est ce qui fait que je me lève le matin. Là. Et vous trouvez que ça avance? Oui. J'ai à la fois beaucoup d'énergie, mais je suis aussi très patient comme personne. Puis parce qu'on a l'impression, à regarder le Québec, la politique est polarisée. Vous avez vous-même écrit dans votre dernier livre que le Québec se morcelle. Ouais. Vous réussissez à rester optimiste face à ce climat-là? En 2012, on a beaucoup fait un portrait de moi comme quelqu'un de très sanguin, on a beaucoup parlé de moi comme quelqu'un de polarisant, de radical et tout ça. Les gens qui me connaissent savent qu'en fait, je suis quelqu'un de très patient. T'sais. Puis j'ai fait des études en sociologie, donc un truc que j'ai retenu de ça, c'est que les sociétés, c'est des bébites qui se transforment lentement. Et que ce qui change une société, c'est pas un mouvement social, comme la mobilisation de 2012, ou même pas l'élection d'un parti politique pour un mandat. Ce qui transforme les sociétés, c'est l'accumulation ou la sédimentation une par-dessus les autres de ces couches-là, de mouvements sociaux, d'implications personnelles, d'élections de gouvernement. La Révolution tranquille au Québec, c'est un processus qui s'est étiré sur 20 ans. Et aujourd'hui, on est capable de donner a posteriori, dire il y a eu l'élection de Jean Lesage en telle année, l'élection de l'évêque en telle année, puis on fait après coup de ces moments-là des moments charnière, quasi révolutionnaires. Mais ce matin-là, quand le monde se sont levés, là, le lendemain de l'élection de 76, le Québec n'avait pas changé ce matin-là. Là, ils sont allés au travail, il n'y avait rien qui avait changé. Et c'est après coup qu'on voit l'accumulation des choses et qu'on se dit le Québec s'est transformé. Fait que la transformation à laquelle je pense, la transformation qu'on doit faire actuellement au Québec, je crois qu'elle va se faire, mais c'est sûr que c'est long. Puis moi, c'est quelque chose que je prends pour acquis puis qui est implicite dans mon cheminement politique. Je prends pour acquis que les choses sont lentes à advenir, que les changements sociaux, ça prend du temps. La grève de 2012, on y a fait allusion jusqu'ici. C'est le moment qui vous a mis au monde politiquement. Je regarde le Gabriel Nadeau-Dubois que j'ai en avant de moi. Je pense à celui que je voyais à la télé dans mon bureau à l'époque. Vous vous êtes assagi? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Puis la vraie réponse complète et sincère, c'est oui et non. OK, allez-y. Parce que j'avais 21 ans quand la grève a commencé. Je vais avoir 30 ans dans quelques semaines. Ça va faire bientôt 10 ans. Je serais très présomptueux puis pas très humble de dire que je suis exactement la même personne puis qu'à 21 ans, j'avais toute la maturité que j'ai aujourd'hui à 30. Ça serait mentir. Bien sûr que j'ai grandi, que j'ai tellement appris. J'ai appris durant la mobilisation. J'ai eu en 6 mois un crash course, entre guillemets, en communication politique, en négociation, en sciences politiques. Mais j'ai appris après aussi. J'ai écrit, je suis allé dans les médias, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait des projets comme sur Énergie Est, le projet Faut qu'on se parle, je me suis lancé en politique, j'ai été élu, maintenant j'ai un peu plus de 2 ans de travail de député derrière la cravate. Donc, bien sûr, j'ai grandi, j'ai appris énormément de choses. Mais en même temps, et je veux pas avoir l'air de me défendre a posteriori, il y a aussi une image publique qui a été faite de moi à l'époque qui était largement décalée par rapport à la personne que j'étais. Parce que vous étiez comme le révolutionnaire de la gang. Ouais. Tu sais, il y avait comme un trio, là. Ouais, puis j'étais comme le bad boy. Il y avait Léo Bureau-Blouin qui était Ouais. le petit enfant sage. Ouais. Il y avait Martine Desjardins, puis il y avait vous, Ouais. là, le Che Guevara des étudiants. Là. Oui, puis et ça a été... Les caricatures sont allées très, très loin. Là, les gens ont dit des choses sur moi. Dans mon premier livre, je fais une recension de quelques éditoriaux. L'enfant roi, c'est la plus polie. Oui, c'était un compliment par rapport à d'autres choses qui s'écrivaient. Donc,
Et cette image-là, même à l'époque, elle était déjà décalée par rapport, je pense, à ce qui est mon tempérament politique. Okay. Puis, tu sais, je crie pas à l'injustice, j'en fais pas un plat, mais oui, j'ai changé, mais en même temps, la caricature qui a été faite de moi à l'époque était, je pense, était justement une caricature. Je suis quelqu'un qui, comme je le disais tantôt, est profondément patient dans mon engagement politique. Je sais que les choses sont lentes à devenir. Je sais aussi que les institutions politiques, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour une société. Puis s'il y a bien une caricature qui a été faite de moi en 2012, c'était de quelqu'un qui avait aucun respect pour les institutions. C'est vrai, ça. Et c'est niaiseux. Ça paraissait pas que vous en aviez. Ben, on pourrait revenir sur les fonctionnements internes, la situation dans laquelle j'étais, ce que je pouvais pas dire, mais profondément, j'ai fait aussi mon mémoire de maîtrise là-dessus. Les gens qui lisent mes livres le voient. Je suis profondément quelqu'un qui croit au rôle des institutions. Puis d'ailleurs, un des éléments dont je suis le plus fier dans ma vie, j'ai fait quelques affaires là, dans mes 30 premières années de vie, mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir été innocenté par la Cour suprême dans cette affaire d'outrage au tribunal. Disons ex aequo avec mon élection d'Angouin en 2017. Parce que ça vous a... Ça, pour le Parce que pour moi, c'était... C'est comme la phase 2. Il y a eu la mobilisation dans la grève Et moi, étudiante. j'ai été devant les tribunaux après pendant 4 ou 5 ans. Puis après ça, il y a les carrés verts qui sont sortis. Puis après ça, il y a une mobilisation juridique très efficace de leur part. Exactement. Où ils ont eu des injonctions et vous avez été trouvé coupable d'outrage au tribunal. Ouais. En fait, j'ai été condamné par la première instance, le premier tribunal. Ensuite, j'ai été innocenté. Ensuite, il y a eu une campagne de financement où des gens comme Nathalie Normando, Éric Duhem ont mis sur pied une cagnotte populaire pour me traîner jusqu'en Cour suprême. OK. Et puis... Vous l'avez oublié, ce bout-là. Oui, c'est des fois des petits détails. Le jeune étudiant, donc, qui me poursuivait, m'a poursuivi jusqu'en Cour suprême. Puis finalement, j'ai gagné. C'est comme la Cour suprême du Canada, là. Je veux dire, c'est pas la Régie du logement, là. C'est un tribunal, c'est le plus haut tribunal au pays qui m'a innocenté en disant que je n'avais pas commis d'outrage au tribunal. Et ça, pour moi, maintenant, c'est oublié par à peu près tous les analystes et tout ça. Mais pour moi, c'était une grande fierté de dire, c'est pas la personne que je suis. Je crois aux institutions politiques. C'est aussi pour ça, en ce moment, que je me réalise dans mon rôle de leader parlementaire. Je pense que les institutions, ça a un rôle. Je pense que c'est fondamental. Et c'est ce qui me fâche aussi quand je vois le gouvernement actuel avoir un mépris aussi flagrant pour les institutions politiques puis la délibération. Il y a toute une époque où, entre la grève étudiante puis votre entrée en politique, on vous l'a demandé un milliard de fois. Il va se lancer, il va se lancer, il va se lancer, il va se lancer. Puis vous aviez dit qu'à l'époque, le meilleur moyen d'arriver vers la gratuité scolaire, la justice sociale est de militer au sein de mouvements sociaux. Donc, vous avez vraiment comme résisté, là. Ouais. Puis vous donniez l'impression que c'était pas le bon véhicule. Puis à l'époque, c'était ce que je pensais. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais les deux pieds dans un mouvement social qui a quand même eu une contribution énorme, qui a contribué à changer le Québec. Vous pensez? Ben, il y aurait pas, je pense, il y en aurait pas eu les mobilisations étudiantes sur le climat au printemps dernier si 2012 n'avait pas existé. Ou en tout cas, pas de cette ampleur-là. J'en suis convaincu. La mobilisation de 2012 a politisé. Est-ce que c'est l'héritage de cette grève-là? Ben, il y a des héritages de cette grève-là. Puis un de ces héritages-là, bien sûr, c'est ce qu'on voit actuellement dans les campus sur la question des changements climatiques. Et moi, quand j'y vais, les jeunes qui pourtant, là c'est rare, mais c'est moi qui ai l'air vieux, mais les jeunes qui aujourd'hui manifestent dans les cégeps et les universités sur le climat, là, à l'époque de 2012, ils étaient au secondaire, voire à la fin du primaire. Mais même eux, ils s'en rappellent et c'est utilisé par ces jeunes-là comme exemple de, regardez, quand on se mobilise, quand on se tient, on peut faire bouger des gouvernements. Ça, c'est pas une petite leçon pour la jeunesse, là. C'est une énorme leçon, puis ça donne énormément de drive pour se mobiliser. Quand on s'est regardé là, en 2012, là, ils n'ont pas juste gagné, ils ont réussi à provoquer une élection, puis ils ont réussi à sortir un gouvernement qui était corrompu, qui était néolibéral, qui versait dans l'austérité. Ça, moi, on m'en parle, les jeunes, même qui étaient pas dans la grève, m'en parlent aujourd'hui. Fait que pour moi, c'est indéniable que c'est un héritage de 2012. Mais donc, pour répondre à la question, parce que c'était... À l'époque, je pense... En effet, pour moi, je voyais qu'on était en train de transformer le Québec dans la durée. Et donc, l'idée de devenir député, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Puis j'ai pris quand même 5 ans entre la fin de 2012 et mon élection en mai 2017. Donc, c'est pas comme si j'avais changé d'idée en 6 mois. Ça m'a pris 5 ans faire ce cheminement-là
Et même quand Françoise m'a appelé à l'automne 2016 pour me dire qu'elle démissionnait et par le fait même, elle me demandait de prendre le relais, j'étais pas exactement prêt, là. Disons, ma réflexion était entamée, je voyais 2018 à l'horizon, je me disais, peut-être, mais la démission de Françoise n'était pas prévue, je l'ai pas vu venir, puis quand on m'en a parlé la première fois, j'étais pas rendu là, puis finalement, c'était comme une tempête parfaite, je sortais de Faut qu'on se parle, la place s'ouvrait dans le coin, j'avais la main tendue de Françoise. Oui, non. Les astres étaient tellement alignés que là, je me suis dit, là, vas-y, là, j'ai pas le choix. Mais c'était pas un plan prévu, puis surtout, c'est ça. J'ai comme été bousculé par les circonstances. Vous avez écrit 2 livres. Ouais. Même pas 30 ans, écrit 2 livres. Moi qui vais en écrire un avant de mourir, je suis mieux de m'y mettre. Le deuxième est tout petit. Mais le premier qui s'appelle Tenir tête. Ouais. Le deuxième que j'ai ici avec moi, que j'ai lu, le lettre d'un député inquiet à un premier ministre qui devrait l'être. On n'a pas besoin de décrire le contenu, les gens comprennent. Qu'est-ce que ça représente d'écrire pour vous? C'est un terrain de jeu absolument magnifique. J'ai énormément de plaisir à écrire. Vous n'avez pas peur d'être Oui, mais en fait, c'est ça. C'est la différence entre le premier et le deuxième livre. C'est-à-dire que le premier livre, je l'ai écrit dans l'année qui a suivi la mobilisation étudiante, où j'ai pris une année où j'ai été plongé dans les bouquins pendant 1 an. J'ai rédigé j'ai fini en fait mon bac parce que je l'avais pas fini durant la grève. Et j'ai pris un break d'1 an de médias. J'ai pas donné une seule entrevue, pas une seule apparition publique en 1 an. Et j'ai écrit ce livre-là pas en me défoulant, parce que ce serait un peu court, mais en me vidant le cœur puis en mettant enfin sur papier tout ce que j'avais accumulé pendant 6 mois de frustration puis d'analyse puis d'opinion personnelle que mes fonctions de porte-parole m'empêchaient de livrer sur la place publique. Et donc, je l'ai fait sans filtre ou à peu près. Le deuxième, il a fallu que je m'adapte aux fonctions qui sont maintenant les miennes. OK. C'est plus poli. C'est-à-dire que quand on est élu, on a des responsabilités. Puis être militant puis être élu, c'est pas la même chose. Alors, certains appelleraient ça de la langue de bois ou se censurer. Moi, j'appelle juste ça avoir le sens des responsabilités. Je suis élu à l'Assemblée nationale du Québec. Les mots, je suis aussi co-porte-parole de Québec solidaire. Quand j'écris, quand je prends la parole, faut que je tienne ça en considération. Ce serait égocentrique de dire « mon opinion est tellement brillante puis importante que l'Assemblée, mon parti, les militants, mes collègues, bof, moi j'ai la vérité, je veux la dire. » Moi, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Je prends ça au sérieux quand j'ai des fonctions. Et donc, oui, ce livre-là, je l'ai écrit en conscience que chaque ligne, chaque chapitre pourrait être utilisé contre moi. Ça m'a pas empêché quand même de prendre des risques. Parce que je pense qu'il y a des passages dans ce livre-là qui, pour un politicien, sont risqués. Mais c'est des risques que j'ai pris de manière mesurée, disons. Mais oui, ça représente un risque de s'avancer comme politicien puis d'écrire un livre en se permettant de réfléchir à haute voix puis en sortant du format de la communication politique qui est un format où on minimise les risques. Écrire un livre, c'est pas faire de la com. C'est pas la même chose, puis je l'ai assumé. Il y a une phrase là-dedans qui a déjà coûté une campagne électorale à quelqu'un qui voulait être premier ministre du Canada, mais vous l'écrivez. En campagne électorale, la capacité de réfléchir, la possibilité même d'exercer une certaine pédagogie politique, de débattre sur le fond, tout cela m'est apparu subitement et absolument impraticable. C'est pas décourageant quand on est un idéaliste en politique d'être dans une campagne électorale et de dresser ce constat-là? C'est l'écosystème politico-médiatique dans lequel on évolue. Je pense que c'est un fait. Comment on fait pour changer cette donne-là? J'ai pas la réponse toute faite à cette question-là. Quand on fait de la politique dans le monde tel qu'il est. Pas dans le monde comme on voudrait qu'il soit. Puis le monde actuellement, c'est un monde où il y a une grande concentration de la presse, où il y a des moyens, les médias ont de moins en moins de moyens. C'est difficile de couvrir 3, 4 parties. Il y a une compétition énorme pour les codes d'écoute. Ça induit certains biais, certaines manières de couvrir. Ça fait en sorte que certains enjeux prennent beaucoup plus d'importance que d'autres. Ça, c'est un fait. Bon.
quand on fait ce constat-là, il y a deux manières de réagir. Soit on désespère, on dit ben voilà, je vais retourner dans mes livres, dans ma tour d'ivoire, ou on se dit à l'intérieur de ces contraintes-là, j'essaie comme acteur politique, comme politicien, d'ouvrir des espaces de débat, de faire des choses intéressantes. La bonne nouvelle, c'est que les médias sociaux aujourd'hui permettent des choses que les médias conventionnels permettent moins. Des capsules sur nos résumés de la semaine parlementaire. J'ai mon podcast aussi, j'ai parti un balado. Puis ça aussi, c'est le comité des idées dangereuses où justement, j'essaie de faire ça. De dire, bon, c'est pas vrai que dans l'espace public conventionnel, on peut prendre 45 minutes pour parler de la décriminalisation de toutes les drogues. Ces espaces-là, ils existent plus vraiment dans notre espace public. C'est pas grave. Je vais faire un balado, je vais faire des trucs sur les médias sociaux, je vais écrire un livre. Tout ça, ça s'inscrit dans cette démarche que j'ai d'essayer, malgré un système politico-médiatique pas facile, de faire vivre des idées, de faire naître des débats, d'évoluer là-dedans. Mais oui, c'est pas facile. Mais moi, ça me rend pas cynique, ou en tout cas pas encore. Je pense que c'est encore possible de faire avancer des idées. Je pense que c'est encore possible d'avoir des débats de fond, même si les campagnes électorales, parce que c'est à ça que je faisais référence dans l'extrait que vous lisiez, c'est pas mal le moment où on est le plus dans la course de chevaux, puis le moins dans les débats dans la réflexion de philosophie politique. Ce livre-là, c'est un appel à un immense virage là, politique. J'allais dire le mot révolution, mais vous n'aimez pas ce mot-là, mais en tout cas, un coup de barre majeur à toute l'économie québécoise pour prendre le virage vert. En même temps, vous reconnaissez, puis vous citez là, Luc Ferrandez et son constat que c'est le dilemme dans lequel toute la classe politique est. Pour faire les changements qu'il faut faire, faut dire des choses et imposer des choses qui déplaisent à l'électorat, puis faut vous faire élire. C'est quoi votre solution pour ces deux réalités irréconciliables? Parce que c'est pour ça que les gouvernements sont timides, on s'entend, là. Si c'était facile à faire, là, ils le feraient, tu sais. C'est une des raisons, parce qu'il y a aussi des intérêts économiques qui pèsent très lourd et qui mettent beaucoup de pression sur les gouvernements. Je pense pas que la timidité, c'est un mot poli, des gouvernements sur la question de la lutte au changement climatique s'explique juste par cette oui, mais c'est un tension. Élément énorme, c'est l'opinion publique. L'électoralisme, la logique de l'opinion publique, ça fait partie des contraintes. Ça, c'est clair. Les gens qui lisent attentivement le livre, je pense, vont voir que je prétends pas avoir la réponse toute faite à cette tension-là. C'est une tension. Et c'est pas nouveau, hein. Dès les années 80, il y a des philosophes qui voient la crise écologique arriver et qui commencent à le voir en disant, là, on a un système économique dont le premier principe, c'est bien sûr l'augmentation des profits, mais aussi l'augmentation constante du confort matériel de tout le monde. Et là, ça, on voit où ça nous mène écologiquement. On voit qu'il commence à avoir des limites à cette logique-là, surtout pour nous qui habitons dans des économies développées. Et là, ça place les politiciens dans une position très difficile. Et Ferrandez et Luc Ferrandez fait partie de ceux qui, eux, sont tombés de l'autre côté. Il y a ras-le-bol. Luc Ferrandez l'a dit clairement, il dit, moi, la démocratie, j'ai démissionné de ça marchera pas. Le monde voteront jamais pour ce qu'il faut faire. Bon, moi, je suis pas rendu là. Moi, je pense encore que c'est possible. Je pense que le monde va voter pour ce qu'il faut faire. Je pense est-ce que j'ai la solution, comment ça va arriver en 4 étapes faciles? Non. Est-ce que j'ai encore espoir qu'on y arrive? Oui. Mais il va falloir que le mouvement écologiste puis que les partis écologistes comme le mien s'améliorent puis trouvent une manière de parler à la majorité qui soit différente. Le mouvement écologiste va devoir aussi être un mouvement qui s'enracine dans les banlieues, dans les couronnes, dans le 450. Et donc, il y a encore un énorme chantier à faire sur comment on résout ce problème-là. Mais on n'a pas en fait, c'est qu'il y a deux options. Soit on abandonne la démocratie, soit on abandonne la lutte au changement climatique. Moi, j'ai pas envie de faire aucun des deux. Je pense qu'il faut lutter contre les changements climatiques démocratiquement. Parce que, parlons-en de Luc Ferrandez, qui finalement, et moi, c'est là-dessus où on s'entend pas, je le regrette qu'il ait fini par démissionner de la démocratie, mais durant ces années au pouvoir, c'était quand même un des élus
tout palier confondu, qui étaient réélus avec les majorités les plus Le monde fortes du au plateau Québec. l'aimait. Oui, mais c'est ces gens-là qui représentaient. Puis ils se faisaient réélire. Il y avait du monde qui l'aimait pas, mais ils se faisaient réélire. Parce que notamment, il y avait ce courage, cette fermeté, parfois controversée, mais c'est les électeurs, c'est les juges, puis les électeurs l'ont réélu plusieurs fois. Donc, il faut retrouver ce courage-là comme classe politique, de parler vrai, de dire les choses, mais oui, d'être aussi pédagogique. Mais j'ai pas toutes les solutions. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire du côté des écologistes, et je m'inclus là-dedans, pour réussir à rejoindre des gens qui, en ce moment, perçoivent notre discours comme un discours qui les juge. Oui. Comme si on les regardait de haut. Alors que ce n'est pas ça, mais on est perçu comme ça. Puis ça, il faut régler ce problème-là, puis c'est notre responsabilité de le régler. Puis même chez QS, vous devez régler ça. Même chez Québec solidaire, c'est un défi qu'on a. Il faut trouver la manière de rejoindre ces gens-là parce qu'on a des solutions, on a des propositions politiques qui peuvent leur plaire, mais il faut leur parler dans des mots qu'ils vont comprendre. Il faut leur parler de notre projet politique comme de quelque chose qui les inclut et c'est possible de le faire. Parce que il y a personne dont l'idéal de vie, c'est passer 2 heures, 3 heures dans le trafic par jour. Les gens vivent avec ça. Ils subissent ça. Mais c'est pas leur idéal de vie. C'est pas vrai. Ils subissent parce qu'ils veulent acheter une maison. Ils se rendent compte que sur l'île de Montréal, si tu veux avoir des enfants, c'est impossible à prix raisonnable de trouver un logis. Ils se rendent compte que s'ils vont du côté de la banlieue, ils ont accès à une maison unifamiliale avec une cour, de l'espace pour les enfants à une fraction du prix de ce que ce serait en ville. Ils font le calcul, ils disent, c'est le meilleur choix pour moi. Puis, moi, je juge pas ce choix-là. Mais je constate que l'étalement urbain, écologiquement, ça peut plus continuer. On commence à peine à en parler de l'étalement urbain. Mais on en parle. Ça commence. C'est déjà mieux. Donc là, comment on résout ça? Il faut trouver un discours et des solutions politiques qui vont inclure ces gens-là dans le projet de transition écologique. C'est une nécessité absolue. J'ai beaucoup réfléchi au phénomène Catherine Dorion. Est-ce que ça se peut que finalement, elle joue le rôle de contestataire et de personne qui dérange qu'on croyait que vous alliez jouer dans QS? C'est une bonne manière de poser la question. C'est peut-être pour ça que vous êtes tendre ou tolérant publiquement face à... J'ai envie de revenir à ce qu'on s'est dit un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait cette perception-là de moi. Oh oui, mais c'est... Non, je sais. Que moi, j'ai toujours... moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu décalé par rapport à qui je suis. Elle Catherine, débarque, puis... c'est ce qu'elle est, vraiment. Nomme quelqu'un qui dérange. Ouais. Je pense que ça prend pas un doctorat en sciences politiques pour voir que Catherine et moi, on n'a pas le même style. Non, mais non, vous la mettez, la cravate. Je pense que c'est... Notamment, mais en général, sur d'autres choses aussi. Je pense que ça, c'est assez clair. Est-ce qu'Amir Kadir et Françoise David avaient le même style? Pas du tout non plus. Est-ce que Manon et moi, on a le même style? Pas du tout non plus. Moi, j'ai tendance à voir ça comme une force, le fait qu'on a une palette de couleurs dans un parti politique où il y a des gens qui s'identifient très fortement à Catherine. Il y a des gens qui sont pas capables de la blairer à 3 kilomètres, mais il y a des gens... Catherine amène en politique des gens que moi, Manon, plein d'autres mondes, on n'était pas capable de rejoindre. Est-ce que c'est bon de déranger des fois? Bien sûr. Je pense que c'est bon de déranger, même dans plusieurs circonstances. Catherine, oui, elle hérisse les poils de bien des gens. Elle dérange bien du monde dans l'establishment politique. Mais oui, je pense que ça peut contribuer à ouvrir certaines ornières puis à réaliser que des politiciens, des politiciennes, il peut y en avoir de tous les genres. Puis que c'est correct. Si je vous disais le mot adversaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? En ce moment, moi, je considère que nos adversaires principaux, c'est le gouvernement de la CAQ. Quand on me parle d'adversaire aujourd'hui, c'est à ces gens-là que je pense. Un gouvernement qui... s'appuie sur les sondages et se croit invincible. Il y a une aura d'invincibilité en ce moment au gouvernement du Québec où on se dit on peut tout faire, il n'y a rien qui va avoir de coût politique, qui est à marcher sur des institutions et des règles démocratiques fondamentales.
Ça, moi, en ce moment, ça m'inquiète, ça me fâche. Ça vous inquiète pour la société du Québec ou ça vous inquiète à court terme? Ben, il faut pas sortir ce qui se passe au Québec avec la CAQ de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Des gouvernements qui, parce qu'ils ont eu un certain appui populaire, et je dis un certain appui parce que ce n'est pas la majorité, hein? La CAQ a reçu 37% des votes exprimés, et qui se disent « Je suis au pouvoir, j'ai gagné, je fais ce que je veux, tout est possible », c'est une logique qu'on voit dans plusieurs pays dans le monde, à des degrés variables, mais la montée de gouvernements qui marchent sur les contre-pouvoirs, qui ridiculisent la délibération démocratique, c'est-à-dire les comités, les consultations, c'est-tu niaiseux ça? Moi je décide. Cette logique-là, et là je caricature mais à peine, hein? Quand on écoute François Legault, on n'est pas très loin de ça. Cette logique-là, où on méprise les institutions démocratiques, où on pense que parce qu'on a un mandat électoral, qui n'est pas nécessairement un mandat populaire, c'est un mandat électoral, qu'on peut tout faire. Là, c'est des dynamiques qu'on voit dans plusieurs pays dans le monde. Puis Legault, c'est loin d'être le pire de la gang, mais il y a quand même un pattern. Il y a quand même une logique qu'on voit un peu partout. Moi, ça m'inquiète. Le Québec n'est pas à l'abri d'une détérioration de notre démocratie. Est-ce que vous dites aux gens qui vous reprochent d'être idéalistes, tu sais, genre, mais oui, mais c'est beau, là, Québec solidaire, puis leur popu, tu sais, mais ça tient pas la route dans le monde capitaliste ou libéral, tu sais, dans la société dans laquelle on est, là, tu sais, c'est le pays des licornes, là, Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Ça peut vouloir dire plein de choses, ça. Moi, je pense que Bernie Sanders, s'il y a quelqu'un qui, il y a quelques années à peine aux États-Unis, était considéré comme même pas une licorne, là. Je sais pas c'est quoi après la licorne, là, mais tu sais, un ange complètement en orbite, là, c'est bien lui. Donc, les sociétés changent, les choses évoluent. Des idées qui étaient radicales hier, aujourd'hui, nous apparaissent comme complètement évidentes. Je me rappelle, moi, quand je parlais de gratuité scolaire il y a quelques années, c'était vu comme un truc complètement délirant. Aujourd'hui, c'est une idée qui a fait du chemin. Moi, ces choses-là changent. Ces choses-là changent constamment. Et devant l'adversité, devant le fait que certaines de nos idées sont vues comme différentes, il y a deux manières de réagir. Soit on se dit, bon, ben, je vais changer mes idées. Soit on redouble d'efforts, on se lève les manches, puis on convainc les gens. Sur la question de notre époque, puis la question Q majuscule, là, c'est-à-dire les changements climatiques, je pense que les solutions ambitieuses, les solutions quasi-révolutionnaires, les solutions qui vont transformer la société, elles vont s'imposer par elles-mêmes. Et la cohérence que nous, on a à Québec solidaire depuis bien avant que ce soit à la mode sur cette question-là, va finir, je pense, par payer. Puis l'adhésion massive des jeunes au Québec à ce qu'on fait puis à ce qu'on dit, je pense, c'est le signe de ça. Vous allez être où dans 10 ans? J'ai aucune idée. C'est intéressant parce que tantôt, vous me donniez une citation de moi, il y a à peu près 10 ans qui disait « Je ferai jamais de politique », que là, aujourd'hui, je serais bien mal placé de dire « Je ferai jamais ci » ou « Je vais faire nécessairement cela ». Je sais pas. Moi, je me suis jamais vu député avant d'en être un. Mais allez-vous être encore député dans 10 ans? C'est possible, mais peut-être pas non plus. Hein. Tu sais, je dis souvent, je suis rentré en politique tellement tôt, ça se peut que je sorte plus tôt que d'autres aussi, puis qu'après ça, je revienne. Puis, tu sais, j'ai pas de plan de carrière. J'ai assez peu... moi, je sens que mon implication à Québec solidaire, elle commence. Ça, je le sens. J'ai envie de continuer à faire grandir ce parti-là, puis le mouvement qu'il représente au Québec. Où est-ce que ça va me mener? J'ai bien de la difficulté à le dire. Je vais te faire la politique pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis après m'en aller, je suis collé là pour 30 ans. Tu sais, je sais vraiment pas. Dernière question. Vous êtes capable de me regarder dans les yeux puis me dire que vous pensez que vous allez voir QS au pouvoir au Québec avant votre mort? Est-ce que, avec certitude? Oui. Bien sûr que non. J'ai pas de non, certitude. mais en termes de... Il n'y a personne qui a des certitudes. C'est ça, mais tu sais... Mais est-ce que vraiment, là, dans votre cœur... C'est là, possible, bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Je pense que la crise écologique est en train de nous faire réaliser qu'il faut transformer la société. Je pense qu'on est dû au Québec pour une transformation sociale d'au moins aussi grande envergure que la Révolution tranquille. Minimum.
sur le plan politique, sur le plan de l'aménagement du territoire, comment on organise nos villes, nos banlieues, nos régions rurales, nos transports, sur le plan culturel aussi. La Révolution tranquille, c'était aussi une révolution culturelle, mais on le sait qu'il faut culturellement changer. Il faut changer, c'est quoi notre conception du bonheur, c'est quoi notre conception du confort. On sait qu'on a été biberonné par la publicité de notre plus jeune âge à nous faire... puis on s'est fait convaincre, puis on a tous intégré ça, moi aussi, tout le monde, a intégré que le bonheur, c'était le matériel, c'était plusieurs voitures, c'était plusieurs voyages par année. Bon, tout ça, on le sait maintenant, la science nous dit, là, les amis, là, ça marchera pas. Ou en tout cas, pas pour tout le monde. C'est rien, si vous voulez réserver ça à 0,1% peut-être, mais si vous croyez en la justice sociale, oubliez ça. Donc là, on sait qu'il faut qu'on change nos représentations, donc changement culturel, changement économique aussi. Je pense qu'il faut transformer la manière dont on produit de la richesse, comment on la redistribue. Donc, quand on met tous ces changements-là ensemble, ça commence à ressembler à quelque chose comme une grande transformation sociale, d'au moins aussi grande ampleur que la Révolution tranquille l'a été au Québec. Et moi, j'ai aucun doute que la formation politique qui porte quelque chose qui se rapproche de ça, peut-être de manière bien imparfaite, mais qui se rapproche de ça, c'est Québec solidaire. Et je vois pas aucun autre parti qui commence à avoir le début d'une réponse à cette question-là. Je pense qu'on est les seuls qui sommes, disons, sur la voie pour trouver ce nouveau projet de société-là, avec deux partis traditionnels qui sont en psychanalyse politique. C'est-à-dire qu'ils sont complètement désorientés. Qui suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Que sais-je? Une CAQ qui est complètement déconnectée de la jeunesse puis déconnectée des enjeux climatiques. Je pense que ça nous place en position d'être cette voie-là. Ça va-tu prendre 5 ans? 10 ans, 15 ans? Ça, c'est dur à dire. Il faut que ce soit plus tôt que tard parce qu'écologiquement, sinon, on va avoir des problèmes. Mais je pense que ça peut arriver puis que ça va arriver. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Emmanuel Présente est une réalisation de l'Inspirant. Bastien Gagnon La France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien n'hésitez pas à la partager, laissez un commentaire et même donner des étoiles. Oui, allez-y, donnez-nous-en 5 si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le Journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.